Et salut les rôlistes et bienvenue dans cette troisième vidéo où je vous parle d'Avatar Legend, le jeu de rôle, et je reviens cette fois-ci pour vous parler des bases du jeu et du système Powered by the Apocalypse appliqué à Avatar Legend. J'ai eu une motivation de vidéo, donc j'enchaîne les vidéos sur Avatar. Elles sortiront pas tout en même temps forcément, mais je vais essayer de les faire suivre assez régulièrement, donc de les monter et de les loader sur YouTube dans un ordre assez suivi et rapide pour que vous puissiez profiter de tout ça dans un temps assez court. Et donc dans cette vidéo, je vous parle du système de Powered by the Apocalypse appliqué à Avatar Legend. Donc Avatar Legends, ça utilise Powered by the Apocalypse, comme je l'ai dit. L'une des caractéristiques principales du Powered by the Apocalypse, même si je ne suis pas un expert, c'est surtout d'avoir des manœuvres et que ces manœuvres apportent des changements dans la narration qui soient assez drastiques. Donc on ne va jamais faire un jet directement lié à une caractéristique, ça va pas être fais-moi un jet de dextérité ou fais-moi un jet de force, ça va être vraiment tu essayes de faire quelque chose, ce quelque chose rentre dans le cadre d'une manœuvre, donc on va faire un jet pour cette manœuvre et on va voir ce qu'il se passe dans la fiction en fonction de ce que tu obtiens sur ton jet de dés en lien à la manœuvre. Donc à chaque fois, en fait, qu'il va y avoir quelque chose d'incertain, on va faire en sorte que ce soit rattaché à une manœuvre pour pouvoir résoudre cette incertitude et faire avancer l'histoire et la fiction. Globalement, comment ça fonctionne, c'est que quand on réalise une manœuvre, on lance tout le temps 2 dés à 6 faces, on ajoute une caractéristique s'il y a une caractéristique liée à cette manœuvre, ce n'est pas toujours le cas, et on additionne le résultat, les 2 dés plus la caractéristique. Si on obtient 6 ou moins, on pourrait appeler ça un échec, mais globalement, en fait, c'est simplement que la manœuvre ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que ce que vous essayez de faire ne marche pas, mais en tout cas, c'est un échec pour la manœuvre. Tandis que vous essayez, si vous faites 7+, c'est une réussite. Si vous faites de 7 à 9, c'est une réussite mineure. Il y a souvent soit des complications, soit des difficultés, soit des coûts à payer. Tandis que si vous faites 10+, c'est une réussite majeure. Et là, souvent, il y a même des bonus, des résultats plus impressionnants, des effets supplémentaires, etc., etc. Parfois, il y a des manœuvres inversées, et dans ce cas-là, c'est indiqué, c'est une manœuvre où le but, ça va être de faire le plus bas possible. C'est important de noter que faire 6- ne veut pas dire que ce que vous essayez de faire ne marche pas. Si vous essayez de duper un PNJ, ou si vous essayez, je sais pas moi, de grimper sur un toit, faire 6 ou moins ne veut pas dire que vous n'arrivez pas à faire ce que vous essayez de faire, mais ça veut dire qu'il y aura sûrement un coût à payer ou que quelque chose ne se passera pas comme prévu. À chaque fois que vous faites 6 ou moins à un de vos jets de dés, le meneur de jeu ou la meneuse va pouvoir déclencher une manœuvre de MJ qui va souvent compliquer la vie des PJ. Il y a des éléments de base, peut-être avant ces éléments de base, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est donc je vais avoir un pré-tiré comme exemple. Là, c'est Ezra du marteau dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Et donc l'archétype ou le livret de personnage du marteau. J'ai aussi l'affiche de perso qui est ici. Donc on peut, enfin la fiche vierge, on va dire, qui est ici. Donc on peut un peu naviguer à travers ça et à travers le livre de règles pour parler du système d'avatar. Donc première chose que je vais indiquer, c'est, je vais me répéter par rapport aux vidéos précédentes, c'est que l'une des choses principales qui va driver la façon dont vous jouez votre personnage, c'est le livret de personnage. Votre livret de personnage va vous donner accès à des manœuvres. Par exemple ici, Ezra le marteau, il a accès à une manœuvre qui s'appelle Viens te battre. Quand vous provoquez un PNJ adverse pour qu'il vous attaque, faites un jet d'enthousiasme. En cas de réussite, il s'en prend spécifiquement à vous. Sur 10+, vous êtes prêt à le recevoir, effacez un état ou devenez prêt. En cas d'échec, il profite de votre provocation pour vous frapper au moment où vous vous y attendiez le moins. Ça, c'est une manœuvre spécifique au marteau et il n'y a que en prenant le livret de personnage du marteau que l'on peut avoir accès à cette manœuvre. Bien sûr, il y a peut-être d'autres moyens de débloquer cette manœuvre via le système de progression, mais c'est une manœuvre spécifique à ce livret.
Donc chaque personnage a 4 caractéristiques. Les caractéristiques, vous pouvez les voir en haut à droite ici, c'est la créativité, la concentration, l'harmonie et l'enthousiasme. Toutes les manœuvres qui ont besoin, qui obtiennent un bonus ou un malus, sont liées à une de ces caractéristiques ou liées à un des principes de votre balance. Mais la plupart du temps, c'est une des caractéristiques. Donc on va vous demander un test de créativité, de concentration, d'harmonie ou d'enthousiasme. Souvent, ces caractéristiques, elles vont de -1 à +3. C'est, il me semble, impossible, ou en tout cas extrêmement peu probable, que l'on dépasse +3, et je ne crois pas que ce soit possible d'être en dessous de -1. Par contre, on peut avoir des états temporaires qui donnent des malus. Par exemple, l'état confus, vous pouvez voir en bas à droite de ce pré-tiré, si ce personnage devenait confus, l'état confus fait que vous avez -2 à vos jets pour supplier et pour compter sur vos capacités et votre entraînement. Donc potentiellement, si vous avez -1 dans la caractéristique et aussi -2 du fait d'un état, vous pouvez faire un jet à -3. Voilà, donc on a 4 caractéristiques, on a les principes de la balance, et après on a quelques éléments dont j'ai déjà rapidement parlé, qui sont spécifiques au système. On a de la fatigue, donc les personnages souvent peuvent prendre jusqu'à 5 points de fatigue. Il y a des manœuvres qui nécessitent de consommer un point de fatigue. Si vous n'avez pas de point de fatigue à consommer parce que vous n'en avez plus, vous ne pouvez pas déclencher cette manœuvre. De la même façon, les adversaires peuvent vous infliger de la fatigue ou vous infliger des états. Lorsque on vous inflige de la fatigue et que vous n'en avez plus, à la place, vous devrez cocher autant d'états que de fatigue que vous deviez cocher et que vous ne pouvez pas cocher. Les états, il y en a 5 pour les personnages joueurs: terrifié, en colère, coupable, fragile, confus. Chacun de ces états va donner un malus à 2 manœuvres potentielles. Donc tant que vous êtes dans cet état-là, vous avez un malus de -2 à 2 manœuvres. Et si tous vos points de fatigue et tous vos... non, c'est seulement les états, même si votre fatigue n'est pas entièrement cochée, mais si pour une raison ou une autre, vos 5 cases d'état sont cochées et que vous deviez cocher une autre case d'état, vous êtes mis hors de combat. À savoir que dans le jeu de rôle Avatar Legends, on ne peut pas vraiment, votre personnage ne peut pas vraiment mourir. La seule façon, si j'ai bien compris à ma lecture, et moi c'est comme ça que je le jouerais, la seule façon pour votre personnage de mourir, c'est si vous souhaitez vraiment que votre personnage se sacrifie, ou que vous considérez que votre personnage devrait mourir à ce moment-là, et que vous en faites le choix, et que le meneur de jeu ou la meneuse de jeu soit d'accord avec ça et soit OK avec le personnage, avec le fait que le personnage meurt. Même si vous vouliez que votre personnage meure, mais que le MJ préfère garder ce personnage-là en PNJ et que vous arrêtiez de le jouer, mais que lui continue de l'utiliser dans ses histoires, potentiellement, c'est pas un choix que vous faites tout seul, et le meneur de jeu pourrait se permettre de dire bah non, je considère qu'il va survivre et je vais le réutiliser en PNJ. À voir, ça dépend des tables, je pense. Ce qui est chouette avec les états, donc la fatigue c'est assez classique, c'est une ressource, on peut la consommer pour faire des choses, notamment aider vos alliés, déclencher certaines manœuvres. Aussi déclencher, il me semble, en combat, il y a des choses qui crament de la fatigue pour pouvoir quand même faire une manœuvre si on rate notre jet de dés, par exemple. Donc, la fatigue, c'est une genre de ressource, tandis que les états, c'est vraiment ce qui va définir comment votre personnage se sent. Ça va lui apporter des malus sur ses manœuvres, et s'il en coche trop, s'il il a tous ses états cochés, potentiellement ça va le mettre hors combat. Ce qui est intéressant, c'est que petit 1, ces états, ils ont un nom qui donne envie de faire de la narration, qui donne envie d'apporter du RP derrière. Donc quand on est terrifié ou quand on est en colère, on va pas jouer notre personnage de la même façon. De la même façon, quand on est terrifié et en colère, on va le jouer encore différemment. Et la deuxième chose qui est très intéressante, c'est que l'une des deux façons d'éliminer ces états, c'est spécifique à ces états, et ça passe par du RP. C'est-à-dire que par exemple, quand on a l'état coupable de cocher, pour décocher l'état coupable, il va falloir sacrifier quelque chose de personnel pour vous pardonner. C'est assez intéressant puisque du coup, ces états vont amener du jeu. Voilà, et l'équilibre, je vous ramène à ma première vidéo où je parle du jeu de rôle Avatar, puisque j'ai déjà bien parlé de l'équilibre. Je vais revenir rapidement dessus, mais globalement, chacun de vos livres de personnages, donc je vais prendre le marteau comme exemple ici, a une balance avec un équilibre et un centre qui se situe entre 0, -1 + 1, -2 + 2, -3 + 3. Et de chaque côté de cette balance, vous avez deux principes. Donc ici, pour le marteau, c'est la force et la délicatesse. Et ces principes vont driver un petit peu la façon dont vous jouez votre personnage, mais aussi vers quoi il tend. Et donc,
à la place de vos 4 caractéristiques, parfois vous aurez des manœuvres qui prendront l'un des principes de votre balance comme bonus ou malus. C'est un élément fondateur important du système et qui apporte énormément de choses selon moi. Si jamais il y a des règles qui font que vous deviez décaler votre équilibre, dans ce cas-là, vous pouvez décaler. Donc, si votre équilibre actuel est à 0, vous pouvez décaler votre équilibre soit vers la force, soit vers la délicatesse, vers l'un de vos deux principes, et vous serez à +1 dans un principe, -1 dans l'autre. Si vous devez décentrer votre équilibre, dans ce cas-là, si vous êtes déjà d'un côté ou de l'autre de votre centre, par exemple votre centre est à 0 et vous êtes déjà à -1 en délicatesse, +1 en force, si une règle vous dit décentrer votre équilibre, vous êtes obligé de continuer à vous éloigner de votre centre et donc à passer à +2 en force, -2 en délicatesse. Tandis que si une règle vous disait décaler votre équilibre, vous pourriez revenir à 0. Si jamais vous êtes déjà à un -3 + 3 et que vous deviez décaler, que vous deviez décentrer votre équilibre ou décaler votre équilibre vers le principe qui est déjà à +3, dans ce cas-là, vous perdez l'équilibre et il y a une manœuvre spécifique qui est assez importante et qui apporte pas mal de jeu et de narration. C'est la manœuvre perdre l'équilibre. Voilà, donc tout ça c'est un petit peu vraiment la base. Création de personnages, j'y passe très vite, mais je vais peut-être m'arrêter ici sur les caractéristiques. Vous avez 4 caractéristiques. Selon votre livret, vous avez déjà des bases. Donc par exemple, le marteau, il a +1 en créativité, +1 en concentration, -1 en concentration, 0 en harmonie, +1 en enthousiasme. Et en plus de ça, vous pouvez, il me semble, quelles que soient vos caractéristiques de départ, ajouter immédiatement +1 à une de vos caractéristiques. Vous avez 5 points de fatigue, vous avez vos 5 états qui ne sont pas cochés, vous avez votre centre et votre équilibre qui est à 0 et vous pouvez dès le début décaler votre équilibre dans un sens, mais pas votre centre, sachant que quand vous perdez l'équilibre, votre centre se décale d'une case vers le principe sur lequel vous aviez perdu l'équilibre. Donc si vous étiez à +3, par exemple, je reprends le marteau, vous êtes à +3 en force et un événement fait que vous perdez l'équilibre vers la force, et bien si votre centre était à 0, votre nouveau centre va devenir à +1 force, -1 délicatesse, et vous allez remettre votre équilibre à du coup +1 force, -1 délicatesse. Et si à partir du moment où vous êtes à +2 de force, vous êtes déjà considéré comme étant décentré. Donc plus vous allez tomber du même côté de la balance, plus votre centre va pencher vers cette balance. Il y a une règle, je ne sais plus où elle est, mais qui indique que si jamais vous deviez tomber, c'était peut-être au niveau de perdre l'équilibre. Je suis pas sûr, mais donc globalement, si vous deviez tomber trop de fois et que votre centre dépassait le principe, que votre centre était au-delà de +3, logiquement, vous n'auriez plus qu'une balance avec un seul principe. Moi, je trouve ça dommage, je trouve que c'est plus intéressant que, en fait, ce soit vraiment la fin de votre personnage, c'est-à-dire si, c'est comme ça que je vais l'amener à mes joueurs et joueuses à ma table, ce serait si vous tombez suffisamment de fois du même côté d'un principe et que votre centre à son tour tombe, c'est-à-dire que votre centre, vous êtes tombé une première fois, votre centre il est passé à +1, vous êtes tombé une deuxième fois, il est passé à +2, vous êtes tombé une troisième fois, il est passé à +3, et là vous retombez encore une fois, et ben pour moi, ça veut dire que ce personnage joueur n'est plus un personnage joueur, il est trop enfoncé vers un principe, il n'est pas assez équilibré, et il ne va plus s'entendre avec le reste du groupe, et il va vraiment s'enfoncer de façon trop importante vers ce principe, et du coup, le joueur ou la joueuse devra créer un autre personnage, et ce personnage joueur deviendra un PNJ avec des objectifs liés au principe vers lequel il est. Je trouve ça plus intéressant comme ça. C'est mon point de vue personnel. Donc voilà, la création de personnages, on s'en fout, on n'y revient pas, l'équilibre non plus. Donc on a des manœuvres. Les manœuvres, je ne vais pas revenir dessus spécifique, mais donc l'important c'est de se rappeler que quand vous faites un jet de manœuvre, ça va être 2d6 plus la caractéristique, donc l'une des 4 caractéristiques, créativité, concentration, harmonie, enthousiasme, plus potentiellement un malus si vous avez un état coché. Cette manœuvre, elle a tout le temps des infos. Ce qui est vraiment chouette, mais ça on rentre dans le PBTA, c'est que la plupart du temps, en fait, vous allez choisir des choses. Par exemple, je vais prendre la manœuvre intimider. Quand vous intimidez un PNJ pour qu'il batte en retraite ou abandonne, faites un test d'enthousiasme. En cas de réussite, le PNJ choisit une option.
Donc là, ce serait le MJ qui prendrait ce choix. Sur un 10+, vous sélectionnez d'abord une option que le PNJ ne pourra pas choisir. Donc par exemple, j'intimide un PNJ, je fais 11 ou 12, et ben je vais pouvoir choisir une des 4 options. Je sais que le PNJ ne pourra pas prendre cette option, et ensuite le PNJ choisira une option. Et donc les 4 options, c'est s'enfuir en courant ou partir chercher des renforts, reculer mais rester sur ses gardes, rendre les armes mais exiger une contrepartie, ou attaquer mais être déséquilibré. Le MJ coche un état sur sa fiche. Donc c'est assez intéressant, à chaque fois c'est des choix qui vont apporter de la narration. Un truc que je veux indiquer, c'est quand même la manœuvre conseillée et réconfortée qui est très intéressante. C'est un test d'harmonie, et si vous réussissez votre test, vous allez pouvoir essayer de conseiller et réconforter un PNJ ou un PJ, le plus souvent un PJ, puisque ça va permettre d'effacer un état ou 2 cases de fatigue de ce PJ, et c'est le personnage que vous conseillez ou réconfortez qui va choisir s'il accepte ou non votre conseil et votre réconfort. Et donc s'il accepte, il va pouvoir effacer un état ou 2 de fatigue, mais vous allez pouvoir lui poser une question à laquelle il doit répondre honnêtement, tandis que s'il vous repousse, il va vous infliger un état, et vous allez pouvoir décaler son équilibre dans un sens ou dans l'autre, et donc potentiellement le faire tomber de sa balance. C'est assez intéressant, ça peut amener pas mal de scènes assez fortes en termes de RP, je pense, quand on maîtrise assez bien le système pour que ce soit transparent. Donc on a quelques manœuvres, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces manœuvres. Peut-être une manœuvre que je vais rappeler, c'est agir en respectant son principe. L'un des intérêts principaux pour les joueurs d'avoir envie de tendre vers une balance, vers un principe de balance, et d'avoir +3 dans un de ces principes, c'est qu'ensuite, quand vous agirez en respectant votre principe, plutôt que d'utiliser un test normal, par exemple, vous êtes un marteau et vous avez +3 en force, -3 en délicatesse, et ben quand vous intimidez quelqu'un, c'est assez simple de justifier dans la narration que vous allez intimider en respectant votre principe de force, et donc auquel cas vous pourrez directement avoir votre +3 de force à la place de la caractéristique habituelle pour faire votre jet de manœuvre intimidée. Par contre, agir en respectant son principe, ça coûte 1 point de fatigue, ça demande de cocher une case de fatigue. Donc si vous n'avez plus de fatigue disponible, vous ne pouvez pas agir en respectant votre principe. Une autre chose que je vais noter, c'est refuser un rappel à l'ordre. C'est assez intéressant puisque c'est une manœuvre inversée, il me semble. Il me semble bien, puisque donc, quand vous refusez le rappel à l'ordre d'un PNJ au sujet de votre principe, vous faites un test de ce principe. Donc ça veut dire que si vous avez +3 en force et qu'un PNJ vous rappelle à l'ordre par rapport à la force, vous avez +3, tandis que si vous rappelle à la délicatesse et que vous avez -3, bah, vous avez -3 à votre test. En cas de réussite, vous devez suivre ces recommandations ou cocher une case de fatigue. Sur un 10+, ces paroles tapent en plein dans le mille, vous devez en plus décaler votre équilibre vers le principe concerné. En cas d'échec, vous tenez bon, choisissez entre effacer un état, effacer une case de fatigue ou décaler votre équilibre. Donc c'est assez intéressant puisque plus un PJ va s'enfoncer dans un principe, par exemple je suis à +3 en force avec mon marteau, et bien plus les PNJ vont avoir de la facilité à on va dire appuyer, à utiliser cette corde sensible, à appuyer là où ça fait mal pour forcer votre PJ à faire des choses ou à encaisser de la fatigue. C'est assez intéressant puisque ça crée c'est un élément de game design qui crée un système intéressant où on va jouer avec cette balance, ces principes, cet équilibre, mais dans le but d'apporter de la narration. Donc ça, je trouve ça très très cool. Voilà. Et donc je vais juste parler du combat sur la deuxième partie de cette vidéo. Donc le combat, comme j'ai pu en parler dans la première vidéo, est assez, on va dire, pas complexe mais détaillé dans Avatar Legends. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, notamment je pense que la chaîne Dice Story en parle, mais moi je vais essayer de vous résumer un petit peu ce que c'est que le combat dans Avatar Legends. Donc Avatar Legends, dès qu'on rentre en phase de combat, on a en fait ce qu'on appelle une passe d'armes. Donc c'est comme un tour de combat où chaque personne va pouvoir faire quelque chose, et on va pouvoir, si on le souhaite, enchaîner les passes d'armes, faire une passe d'armes où chacun fait quelque chose, faire une deuxième passe d'armes, etc. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que on n'est pas obligé d'enchaîner les passes d'armes, on peut tout à fait faire d'autres choses entre les deux. Par exemple, après une passe d'armes, si j'ai envie d'intimider quelqu'un ou si j'ai envie de conseiller et réconforter un allié, et ben pourquoi pas laisser cet espace dans la fiction de prendre le temps de faire ça entre deux passes d'armes. Il faut voir que c'est assez codifié, puisque là, sur la page de droite, vous avez les étapes d'une passe d'armes. En gros, vous allez, vous, en tant que meneur de jeu, pouvoir choisir les approches de vos personnages non-joueurs ou de vos groupes de personnages non-joueurs, puisque parfois, par exemple, si vous avez un groupe de 5 ou 6 soldats qui
unitairement ne sont pas très forts, vous allez les considérer comme un groupe qui agit et qui fait une action dans le tour, ou en tout cas qui a une approche. Donc, en tant que MJ, vous allez pouvoir choisir une approche pour chaque combattant ou groupe de combattants non joueurs, les noter ou utiliser les cartes qui existent, les cartes officielles qui existent pour vous en rappeler. Et vos joueurs vont chacun aussi choisir une approche pour leur personnage. Ensuite, le MJ va révéler ses approches, les joueurs vont aussi révéler leurs approches, et on va résoudre toutes ces approches une par une, en commençant d'abord par les approches défendre et prendre à revers, puis les approches avancer et attaquer, puis les approches esquiver et analyser. S'il y a un PNJ et un PJ qui font la même approche, par exemple défendre et prendre à revers, on considère que c'est toujours le PJ qui fait quelque chose d'abord, puis le PNJ. En l'occurrence, ça n'a pas grande importance, puisque de toute façon, tout ce qui est considération d'état ou de statut, et tout ce qui est considération de mise hors de combat ou de perte d'équilibre, on ne le prend en compte qu'à la fin de la passe d'armes. Donc même si quelqu'un, lors de défendre et prendre à revers, inflige un état ou un statut à une autre personne, ou lui fait perdre l'équilibre, ou je ne sais pas quoi, cet élément, le personnage pourra agir avant de subir cet état, ce statut, de perdre l'équilibre, d'être mis hors combat, etc. Tout ça n'apparaît qu'à la fin du round. Donc dans tous les cas, en fait, tout ce qui va apparaître dans le round aura surtout un impact pour le round suivant. Donc, 3 approches possibles différentes. Les approches, elles sont ici. Donc on a approche, défendre et prendre à revers, on a avancé et attaquer, ou on a esquiver et analyser. On l'a peut-être autre part, ça je suis pas sûr. Voilà, c'est ici. Défendre, prendre à revers, avancer, attaquer, esquiver et analyser. Et en fait, on a une technique, pas une technique, pardon, mais une manœuvre. C'est-à-dire que quand on choisit de défendre et prendre à revers, on va réaliser une manœuvre avec une caractéristique spécifique. Quand on va avancer, attaquer, ce sera une autre manœuvre. Quand on va esquiver, analyser, ce sera une autre manœuvre. Et selon le résultat de cette manœuvre, c'est ici. Donc quand vous défendez et prenez à revers, test de concentration. Quand vous attaquez et avancez, test d'enthousiasme. Quand vous esquivez, analysez, au choix, test de créativité ou test d'harmonie. Sur 7 à 9, vous pourrez utiliser une technique de base ou une technique maîtrisée. Sur 10+, vous pouvez choisir une de ces 3 options. Soit cocher une case de fatigue pour utiliser une technique acquise, soit utiliser une technique pratiquée, soit utiliser 2 techniques différentes de base ou maîtrisées. En cas d'échec, vous emmêlez les pinceaux, vous pouvez décentrer votre équilibre pour utiliser une technique de base. Attention, décentrer votre équilibre, ça veut dire que vous ne choisissez pas dans quel sens vous le décalez, vous augmentez simplement le décalage, vous allez à l'opposé de votre centre. Si vous êtes exactement sur votre centre, dans ce cas-là, quand vous décentrez votre équilibre, vous avez le choix entre aller dans un sens ou dans l'autre de votre balance. Donc c'est assez intéressant, puisqu'en fait vous allez, je pense que ce qui peut être assez rapide de faire, c'est quand on considère, en fait les joueurs doivent se concentrer sur: est-ce que mon but c'est de défendre et prendre à revers, est-ce que mon but c'est d'avancer et d'attaquer, ou est-ce que mon but c'est d'esquiver et analyser. J'ai pas besoin de rentrer dans le détail de mes techniques, je vais simplement faire un de ces 3 choix là. Ensuite, je ferai mon jet de dés, et quand j'aurai fait mon jet de dés, là, je saurai ce que je peux faire. Est-ce que je vais pouvoir utiliser une technique acquise en cochant une case de fatigue, une technique pratiquée, une technique de base ou maîtrisée, ou même peut-être 2 techniques de base ou maîtrisées. Les techniques acquises, à partir du moment où on l'utilise une fois sur un 10+, en cochant une case de fatigue, cette technique devient pratiquée, elle ne coûtera plus de fatigue pour être utilisée sur un 10+. Par contre, pour maîtriser une technique, on l'explique plus tard dans le livre à un endroit, il faut réussir à remplir une condition que le professeur qui vous a appris cette maîtrise vous a dit. Donc ça peut être quelque chose vraiment de très fictionnel, par exemple une technique, et votre maître vous dit tu comprendras vraiment l'essence de cette technique lorsque tu auras sauvé un innocent des flammes, ou je sais pas quoi. Et donc quand vous arriverez à faire ce truc qui est très fictionnel, vous pourrez passer de pratiquer à maîtriser. Mais donc je pense que ça peut être assez fluide si en fait les joueurs se concentrent sur juste choisir une approche, et après le jet de dés se dire ok, dans mon approche, vu mon jet de dés, je vais pouvoir prendre telle technique, soit de base, soit maîtrisée si j'en ai une, et petit à petit ils connaîtront très bien les techniques de base et les techniques maîtrisées qu'ils ont, et ça ira de plus en plus vite. Voilà, donc en fait on a pas mal d'options, puisque par exemple quand on défend et prendre à revers, on va pouvoir soit se préparer, soit riposter, soit changer de position. Quand on avance et on attaque, on va pouvoir frapper, presser l'adversaire, fracasser, et quand on esquive et analyse, on va pouvoir tester l'équilibre, soutenir ou entraver, se recueillir.
tous ces éléments-là, ils ont des petits effets. Et tous ces éléments-là, ils sont détaillés. C'est-à-dire que par exemple, tester l'équilibre dans esquiver et analyser, on va cocher une case de fatigue pour déstabiliser l'équilibre d'un adversaire engagé, demander quel est son principe, votre adversaire doit répondre en toute honnêteté. Si vous connaissez déjà son principe, décentrez plutôt son équilibre en remettant en question ou en contestant ses croyances ou son point de vue. Et après, il y a tout un paragraphe qui permet d'expliquer en détail qu'est-ce que c'est que cette manœuvre, que cette technique. Donc en fait, c'est pas, en fait, les passes d'armes, c'est pas juste du combat, c'est-à-dire que peut y avoir des échanges, des phrases, du RP, du positionnement, donc on peut vraiment rentrer dans la narration. Et même comme ça, je pense qu'avec 4 ou 5 joueurs autour de la table et 3 ou 4 groupes de PNJ qui s'affrontent, donc ça veut dire qu'il y a 7, 8 ou 9 PNJ et PJ qui sont dans un combat, un tumulte, même comme ça, je pense que ça peut aller assez vite. Une passe d'armes peut prendre peut-être 5 à 10 minutes, on va dire. Et cette passe d'armes, elle va non seulement être des échanges de coups, mais potentiellement aussi être de la discussion. Ça va être le moment en fait de créer l'occasion de créer un petit peu ces trucs de dessin animé, d'animé où les personnages échangent des coups en échangeant aussi des phrases et en essayant de s'attaquer aussi bien mentalement que physiquement. Et quand je dis 5 à 10 minutes, je pense qu'avec de l'expérience, ça peut même aller plus vite. Donc un combat, à mon avis, c'est si on fait un gros combat, ça peut facilement être 4, 5, 6 passes d'armes, ce qui veut dire qu'on peut vite être sur un combat qui va durer 20, 30, 40 minutes. Mais il ne faut pas oublier que déjà un combat ne va pas forcément au bout, c'est-à-dire que des personnages vont essayer de fuir, vont peut-être se rendre. Il ne faut pas hésiter à créer des combats qui ont une fin en termes de durée, c'est-à-dire qu'on sait qu'au bout de 2 ou 3 passes d'armes, il va se passer quelque chose dans la fiction qui fait que le combat n'aura plus lieu d'être parce que les méchants auront accompli leur objectif ou parce que ce sera trop tard pour sauver un tel, ou etc., etc. Donc entre le fait qu'on peut limiter le nombre de passes d'armes, entre le fait qu'on peut faire des choses entre les passes d'armes et le fait qu'une passe d'armes, ce n'est pas simplement du combat, mais ça peut aussi être du RP et de la narration, je pense qu'on peut en faire quelque chose d'assez dynamique et d'assez agréable à jouer, mais ça demande quand même un investissement de la part du MJ et des joueurs pour s'éloigner d'un combat un peu plus classique de jeu de rôle et de bien prendre en compte les spécificités de ce système de combat pour en retirer l'essence, on va dire. Voilà pour les règles principales. Et je pense que c'est à peu près tout, puisqu'après on rentre sur les livrets de personnages et qu'après on rentre sur l'augmentation, enfin comment on appelle ça, les progressions des personnages. Donc la principale chose sur la progression que j'ai envie de réindiquer, c'est vraiment ce truc des techniques. En fait, on a plein de techniques de combat, puisque je vous l'avais montré dans la première vidéo. On a une page par type de technique, et chacune de ces techniques va être très spécifique. Par exemple, je sais pas moi, technique de maîtrise de l'eau, fouet d'eau, défendre et prendre à revers, c'est-à-dire que cette technique, on ne peut l'utiliser que quand on fait l'approche défendre et prendre à revers. Vous fouettez votre adversaire avec un tentacule d'eau, cochez une case de fatigue pour infliger 2 cases de fatigue ou un état au choix de la cible. Donc, vous avez plein de petites techniques comme ça qui vont apporter un petit peu de ok, comment est-ce que mon personnage se bat en combat, mais qui seront disponibles que si vous avez débloqué la technique, ou en tout cas que l'effet spécial ne sera débloqué que si vous avez débloqué la technique, parce que rien ne vous empêche en vrai d'utiliser une technique de base où vous utilisez simplement la technique frapper et vous dites que c'est un fouet d'eau, mais ce sera simplement l'effet frappé plutôt que l'effet fouet d'eau. Donc il ne faut pas non plus se dire que ces techniques sont limitantes, c'est juste que ces techniques sont limitantes en termes de gameplay et de game design, mais quand vous utilisez une technique de base, rien ne vous empêche d'apporter de la narration et d'apporter de la fiction intéressante via cette technique de base, même si vous n'avez pas la technique qui a le nom exact de ce que vous êtes en train de faire. C'est juste que d'un point de vue gameplay, vous ne ferez pas le truc spécial. Et donc ces techniques, ce que je disais, c'est qu'il y en a plein, et que quand vous commencez à les apprendre auprès d'un professeur, en dépensant de l'XP, je ne sais pas quoi, et ben vous les avez simplement en apprise. Et donc en faisant un 10+ lors d'une passe d'armes, vous pouvez dépenser une fatigue, et dans ce cas-là, vous avez pratiqué cette technique, et la prochaine fois que vous ferez un 10+, vous pourrez utiliser cette technique sans dépenser de points de fatigue. Et vous ne la maîtriserez que quand vous remplirez un petit peu cette quête secondaire que votre professeur vous donne. Voilà pour les règles globalement. J'ai essayé d'aller assez vite, mais d'être assez exhaustif sur toutes ces règles. Ça reste quand même assez
spécifique, particulier. Le Powered by Z Apocalypse divise, tout le monde n'apprécie pas ça. Je sais que le système de combat d'Avatar a aussi fait couler pas mal d'encre. Moi, ce que j'en retire, c'est que j'ai peu d'expérience en Powered by the Apocalypse, mais je pense que ça peut être très intéressant, ça peut un petit peu apporter une autre façon de jouer, plus narrative, avec beaucoup plus de positionnement fictionnel, on va dire. Donc ça peut faciliter cette envie de créer de la narration, créer du RP. Concernant le système de combat, j'ai envie de dire que c'est à tester, ça risque d'être un petit peu trop touffu, ça risque d'être un petit peu trop complexe, mais je pense qu'avec les bonnes aides de jeu, un petit peu d'investissement de la part du MJ mais aussi des joueurs et quelques parties, je pense que ça peut devenir suffisamment fluide pour être intéressant. Voilà, je vais bientôt lancer une campagne, une courte campagne Avatar Legends. On va sûrement jouer, je sais pas, entre 5 et 7 ou 8 séances, quelque chose comme ça, grand maximum, dans les semaines et mois à venir. Et donc ce sera l'occasion de tester ce système plus en détail, plus que simplement les 2 petites parties que j'ai fait jusque là, et de tester le combat plus en détail. Mais c'est quelque chose que j'attends avec impatience, et j'espère que j'aurai raison, que j'arriverai à trouver du plaisir et un système de jeu, une façon de jouer légèrement différente, notamment du fait de l'intrication, on va dire, importante entre la fiction, la narration et le gameplay. Voilà pour les règles. Si vous avez des questions sur les règles ou sur le système d'Avatar Legends ou l'univers, n'hésitez pas à poser votre question en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo et les vidéos précédentes, s'il vous plaît, abonnez-vous et mettez un petit commentaire, c'est toujours agréable, ça fait plaisir et ça aide au référencement. Partagez cette vidéo autour de vous si vous le souhaitez. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis bon jeu et à bientôt.